Salut à tous, ça y est, vous avez vos billets et vous allez bientôt passer quelques jours à Tokyo, mais vous ne savez pas trop quoi visiter une fois sur place. Pas de soucis, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, moi c'est Sam, j'habite au Japon depuis 13 ans à Yokohama, c'est seulement à 30 minutes au sud de Tokyo, et cet été je me suis pas mal promené à Tokyo justement avec un ami venu de France, et j'ai aussi commencé un boulot qui m'a permis de rencontrer beaucoup de touristes francophones. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que je me suis rendu compte qu'au final il y avait énormément de gens qui débarquaient ici sans trop savoir où aller ni quoi faire pendant les quelques jours où il est resté sur Tokyo, d'où l'idée de cette vidéo où je vais vous présenter des coins qui valent vraiment le détour d'après moi, surtout pour un premier contact avec la capitale japonaise. En plus, comme je suis gentil, j'ai regroupé tout ça par zone pour que vous puissiez faire une journée ou une demi-journée dans une même partie de la ville et éviter de faire des allers-retours en train pour rien. Petite précision avant d'attaquer la première zone, je suis loin d'être un spécialiste de Tokyo. La ville, ou plutôt la préfecture, parce que c'en est une, est immense et il y a des tonnes de lieux et de quartiers où j'ai même jamais mis les pieds. Donc si vous êtes déjà venu 10 fois à Tokyo, ou que vous y habitez même depuis quelques mois, vous n'apprendrez probablement pas grand chose aujourd'hui. Par contre, si c'est votre premier ou même votre deuxième voyage ici, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour programmer et optimiser votre séjour. Première zone à visiter, Shibuya, Harajuku et Shinjuku, parce qu'au final les trois gares sont assez proches et qu'on peut tout à fait passer quelques heures dans cette partie de la ville sans avoir besoin de prendre le train. En fait, si vous marchez de Shibuya à Shinjuku, vous mettrez seulement 45 minutes. Étalé sur une journée de visite, c'est vraiment rien du tout. On commence par la gare de Shinjuku qui est la plus fréquentée au monde avec 3,5 millions de personnes qui y passent chaque jour. Autant vous dire qu'elle est immense et blindée de chez blindée. C'est pour ça qu'en général, j'y mets jamais les pieds, mais cet été, j'ai dû y aller régulièrement pour rencontrer des touristes francophones qui logeaient dans des hôtels pas loin, et j'y ai croisé des hordes d'étrangers qui faisaient je sais pas trop quoi, parce qu'honnêtement, à part des tonnes de restaurants, de bars et de magasins, il n'y a vraiment rien de spécial qui mérite le détour quand on est en vacances, surtout la journée. À la limite, je vous dirais d'y passer vite fait par curiosité pour voir l'ambiance et le fameux panneau en 3D avec le chat notamment au-dessus du passage piéton, mais pas besoin de vous y éterniser. Pareil pour Kabukicho, que tout le monde connaît, mais qui n'a absolument aucun intérêt, à part peut-être celui d'être un des coins les moins propres du Kanto, et un des endroits où vous avez le plus de chances de vous faire arnaquer si vous allez dans des bars un peu chelous. Alors, s'il y a un truc qui peut être cool selon vos goûts, c'est la Kabukicho Tower qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Vous avez le magasin Namco Tokyo qui mélange animé, jeux vidéo et qui fait aussi bar. Il y a un grand food court avec encore des bars et des restaurants en tout genre. Et vous avez aussi un théâtre, un cinéma un peu luxueux avec des sièges de Jésus, un bar-restaurant un peu classe cette fois au 17e étage et enfin deux hôtels. Un assez cher et un très cher. Je suis allé rencontrer des clients dans les deux hôtels et j'avoue que la vue du bar et des chambres était assez impressionnante. Après perso, je trouve quand même que devoir se frapper à la gare de Shinjuku tous les jours pour visiter, c'est vraiment relou. Et puis Kabukicho, c'est quand même crade, donc je vous conseille pas vraiment d'y aller. Par contre, près de la sortie sud de la gare de Shinjuku, il y a un lieu super sympa que j'ai découvert cet été et que je vous recommande chaudement. Ça s'appelle Immersive Museum Tokyo et en fait c'est un petit spectacle visuel qui était vraiment génial. Quand on entre, il y a une seule grande salle et au milieu on a pas mal de coussins et de poufs pour s'asseoir ou s'allonger et profiter d'images qui sont projetées en musique sur les 4 murs de la pièce. Jusqu'au 29 octobre 2024, vous pourrez voir l'exposition que je suis allé voir et qui était sur l'impressionnisme et l'ukiyo-e, un mouvement artistique japonais, et sur la relation entre ces deux styles. Ça durait environ 20 minutes, mais c'était vraiment bluffant. Alors apparemment, c'était le 3e volume de cette expo, donc je pense que ça change régulièrement, et j'ai vu qu'il y avait eu le même type d'événement à Osaka durant l'été, mais c'est déjà fini. Bref, un gros coup de cœur pour ce lieu que je vous encourage à aller voir s'il y a une expo pendant votre séjour au Japon. Juste à côté de là, vous avez Shinjuku Gyoen, un immense jardin en plein cœur de la ville. C'est super agréable en été pour respirer un peu à l'ombre des arbres, mais vous pouvez bien sûr y aller toute l'année, vous ne le regretterez jamais. Vous pourrez vous y promener, faire un pique-nique, profiter d'un jardin anglais, d'un jardin japonais ou encore de plusieurs bâtiments historiques. Évidemment, c'est encore plus beau en mars-avril avec les cerisiers en fleurs ou en novembre et décembre avec les couleurs d'automne, mais franchement, ça vaut le coup toute l'année. Par contre, attention, comme tous les lieux dont je vais vous parler aujourd'hui et comme je l'avais dit dans ma vidéo de conseil pour un voyage au Japon, pensez bien à vérifier les horaires d'ouverture sur le site officiel avant d'y aller, parce que c'est toujours un peu compliqué ici. Voyez plutôt pour Shinjuku Gyoen, le parc est fermé tous les lundis, mais si le lundi est un jour férié, c'est ouvert, mais à ce moment-là, c'est fermé le mardi. Ensuite, les horaires changent selon les périodes de l'année. Et si c'est ouvert jusqu'à 19 h entre le 1er juillet et le 20 août, eh bien ça ferme à 16 h 30 du 1er octobre au 14 mars. Et c'est aussi fermé du 29 décembre au 3 janvier. Je ne vais pas vous refaire la même chose pour chaque lieu, déjà parce que c'est chiant, et puis surtout parce que ça peut changer d'ici votre voyage. Donc je le répète, vérifiez toujours sur le site officiel et pas sur Google Maps, parce que si c'est une super appli que j'utilise aussi, les infos ils sont pas toujours très à jour selon les lieux, et en plus il peut y avoir des fermetures exceptionnelles. Par exemple,
Cet été, beaucoup de lieux ont fermé le jour où un typhon est passé près de Tokyo. Et dans ce cas, c'est seulement écrit sur le site officiel. Donc faites gaffe, prenez 2 minutes pour vérifier, ça vous coûtera rien et ça vous évitera peut-être un trajet dans le vent. Toujours à Shinjuku, mais de l'autre côté de la gare cette fois, vous avez le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo, que tout le monde appelle la mairie de Shinjuku et qui est ultra connu. Parce qu'au sommet de ces 2 tours, vous avez un point de vue gratuit sur la ville. Au rez-de-chaussée, vous avez aussi un très grand office du tourisme et en haut de la tour sud, en plus d'une boutique avec des souvenirs, il y a aussi un café. Autre truc sympa si vous y allez, c'est qu'il y a des projections sur les bâtiments certains soirs, donc ça peut être une bonne idée de les voir avant ou après être monté au 45e étage. Pour connaître les jours des projections, le thème et les horaires, je vous le donne en mille, le site officiel. On quitte maintenant un peu Shinjuku pour aller vers Harajuku, et évidemment Meiji-jingu, probablement l'un des sanctuaires les plus connus de Tokyo, toujours agréable comme balade. Juste en face de la gare de Harajuku, vous avez 2 rues ultra célèbres où tous les touristes vont mais qui cassent pas 3 pattes à un canard. D'abord il y a Takeshita-dori, une toute petite rue avec des boutiques de fringues, de bouffe ou de babioles en tout genre, mais rien de dingue. En plus, la rue est très étroite et vite blindée, donc vraiment pas un incontournable à mon avis. Et juste à côté, on trouve aussi l'avenue de Omotesando, les Champs-Élysées japonais comme on les appelle. Alors, je suis loin d'être un fan de l'avenue française et encore moins de Paris, mais il faut quand même avouer que les vrais Champs-Élysées ont quand même beaucoup plus de gueule. Là, c'est juste une grande artère avec plein de boutiques de luxe sur les côtés. Donc si vous venez au Japon pour dévaliser les magasins de luxe, ok, vous allez vous régaler, mais sinon, il n'y a pas grand chose à y faire au final. Et pourtant, certains carrefours sont noirs de monde. Par contre, dans les petites rues parallèles, c'est beaucoup plus sympa. Il y a des jolis cafés, des restaurants, et l'ambiance est nettement plus agréable que sur l'avenue principale. En plus, un peu plus bas dans l'avenue, dans une petite rue perpendiculaire, vous avez l'Oriental Bazaar, un magasin parfait pour acheter tous vos souvenirs d'un coup au même endroit. Je suis pas un spécialiste des souvenirs, mais j'y ai souvent acheté les miens quand j'étais touriste, et quand j'y suis retourné cet été avec mon ami, j'ai aussi trouvé que les produits avaient l'air de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres endroits. Le magasin est pas immense, mais il y a pas mal de choix, donc je vous conseille d'y jeter un œil si vous êtes dans le coin, ça vous évitera peut-être de chercher des magasins de souvenirs ailleurs les autres jours. On continue dans le même secteur, toujours plus bas dans l'avenue Omotesando, vous avez le musée Nezu et surtout son superbe jardin japonais. Le lieu est vraiment magnifique et ce serait dommage de passer 2 plombes à marcher devant des boutiques de luxe qui n'ont absolument rien d'original et de passer à côté d'un tel endroit. Pour terminer avec cette zone, évidemment, allez faire un tour à Shibuya le soir pour y dîner ou prendre un verre. Allez voir le fameux croisement, les écrans géants et l'ambiance. C'est quand même un lieu emblématique du Japon. Et si vous arrivez à réserver un ticket longtemps à l'avance, montez à Shibuya Sky pour voir la ville, surtout le soir. Encore une fois, c'est vraiment très sympa. Après, honnêtement, on risque de me faire insulter. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire à Shibuya à part manger, boire et faire du shopping. Donc si vous n'êtes pas des fêtards avec le bruit et la foule vous gonflent aussi vite que moi, passez-y juste une soirée ou quelques heures. Pour dire que vous l'avez fait, ce sera largement suffisant. Bien sûr, ne partez pas sans avoir pris la photo de la statue de Hachiko devant la gare. Pour les 3 du fond qui débarquent et qui connaissent pas son histoire, c'est un chien dont le maître est mort et qui, jusqu'à sa propre mort 9 ans plus tard, est allé l'attendre tous les jours à la gare en espérant qu'il revienne. Par contre, et c'est un peu moins connu, mais pour ceux qui préfèrent les fins joyeuses, sachez qu'une statue représentant les retrouvailles imaginaires entre Hachiko et son maître a été inaugurée en 2015 dans un autre endroit à Tokyo. Et c'est d'ailleurs par là qu'on va commencer la deuxième zone à visiter. Pour voir cette fameuse statue, direction le campus historique de l'université de Todai, pas très loin de Ueno. On peut y entrer toute l'année, sauf pendant la période des examens, pour y voir Hachiko retrouvant son maître, mais aussi des bâtiments que vous avez peut-être déjà vus dans des mangas ou des animés. Il y a aussi un plan d'eau, une allée avec des ginkgo, qui est magnifique en automne, et puis une cafétéria pour les étudiants, où en fait tout le monde peut aller manger pour pas trop cher. Attention, parce que pour pas gêner les étudiants ou les profs, les visiteurs ne peuvent pas y aller entre 11h30 et 13h30 et on n'a pas le droit de filmer ou de prendre des photos. C'est ouvert toute la journée en semaine et seulement le midi, le week-end et les jours fériés. Je rabâche, mais ne me croyez pas sur parole et vérifiez les horaires sur le site officiel avant d'y aller. Malgré ces petites restrictions au niveau des horaires, ça peut être une idée vraiment originale pour un repas si vous passez dans le quartier et que vous avez une envie de curry japonais ou de ramen par exemple. À quelques minutes de la fac, vous arrivez maintenant dans le quartier Yanesen qui regroupe en fait 3 quartiers, Yanaka, Nezu et Sendagi. C'est super agréable pour se promener. Il y a 2 petites rues calmes, 2 vieilles maisons, des temples et des sanctuaires, dont un en particulier que vous devez absolument voir, c'est le sanctuaire Nezu, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le musée Nezu dont j'ai parlé tout à l'heure. Le sanctuaire est très célèbre pour son jardin, on peut voir énormément d'azalées courant avril, mais il vaut vraiment la visite tout au long de l'année. C'est magnifique et en plus c'est relativement calme et moins fréquenté par les visiteurs étrangers. C'est un des plus anciens sanctuaires de la ville et vous pourrez y voir plusieurs bâtiments classés comme biens culturels importants et puis aussi profiter de séries de Toli et de l'ambiance du lieu. Je sais pas si j'arrive bien à vous le vendre, mais j'espère qu'en voyant les images, je vous aurai quand même donné envie d'aller le visiter. Après le sanctuaire, vous pouvez aller voir l'immense cimetière de Yanaka qu'on peut traverser librement.
De là, on peut voir la tour Skytree, et si vous êtes féru de culture et d'histoire japonaise, vous pourrez voir la tombe de quelques personnages historiques comme Shibusawa Eiichi, l'industriel qui figure sur les nouveaux billets de 10 000 yens, mais aussi Tokugawa Yoshinobu, le dernier shogun du shogunat Tokugawa, ou des artistes et des sumotori par exemple. Je vais être honnête avec vous, je ne connais pas un dixième des personnages historiques enterrés là-bas, mais ça n'empêche pas de traverser le cimetière et d'apprécier le lieu avant d'aller au parc de Ueno, situé à moins de 10 minutes à pied de là. Et une fois dans ce parc, vous aurez de quoi faire. Déjà, il y a un bloc de musées, le musée national de Tokyo, le musée d'art métropolitain, le musée national de l'art occidental et le musée national de la nature et des sciences pour ne citer que. Entre les expositions permanentes et les temporaires, il y a toujours une bonne raison d'aller y faire un tour. Ensuite, vous avez le zoo de Ueno avec ses pandas. Bon, après, le zoo est carrément vieux et les animaux n'ont pas énormément d'espace. Donc si vous êtes un fervent défenseur des droits des animaux, j'imagine que vous n'allez de toute façon pas dans les zoos. Mais je vous déconseille particulièrement la majorité des zoos japonais. À moins d'être un fan inconditionnel de pandas, vous pouvez largement faire l'impasse sur le zoo, sauf si vous avez de jeunes enfants. Et là, ça peut être vraiment sympa et vous pouvez passer une bonne après-midi. Dans le parc de Ueno, vous avez aussi des sanctuaires avec des allées de torii, un temple et un immense étang avec des lotus. Si vous voulez explorer les moindres recoins du parc, vous en aurez vraiment pour un bon moment parce qu'il y a énormément de choses à y voir. Après Ueno, ce que vous pouvez faire, c'est aller de l'autre côté de la gare où vous tomberez assez rapidement sur Kappabashi, un quartier et une grande rue consacrée à tout ce que vous pouvez imaginer en rapport avec la cuisine. Il y a des centaines de boutiques alignées les unes à côté des autres qui vendent des ustensiles de cuisine en tout genre. C'est idéal si vous aimez la vaisselle japonaise ou simplement pour acheter des souvenirs pas trop chers. Il y a vraiment de tout. Des baguettes au tablier en passant par les couteaux japonais, les bols à riz ou encore les verres à saké. Une fois votre shopping terminé, direction Asakusa et Sensoji, certainement le temple le plus célèbre et le plus fréquenté de la ville. Entre la pagoda 5 étages, le bâtiment principal, Nakamisedori, l'allée centrale pleine de boutiques de souvenirs et bien sûr Kaminarimon, même si c'est ultra fréquenté, ça reste un incontournable quand on vient ici pour la première fois. Mais je pense quand même qu'il vaut mieux y aller tôt le matin ou en soirée pour éviter les pics d'affluence et profiter un peu au calme de ce lieu. Si vous allez à Asakusa, ça commence à être connu, mais au 8e étage de l'office du tourisme, qui est de l'autre côté de la rue, en face de Kaminarimon, vous avez un point de vue gratuit très sympa sur tout ça. Toujours dans le quartier, vous pouvez aussi aller voir le musée des ninjas et des samouraïs, pas très loin, ou encore passer un moment dans le plus vieux parc d'attractions du Japon, Hanayashiki. C'est pas USG ou Disney évidemment, mais ça a le mérite d'être original. Alors pourquoi pas y passer quelques heures, surtout avec des petits, ça peut leur faire plaisir après avoir été traînés dans des temples et des sanctuaires toute la journée. Pour terminer avec cette zone, vous pouvez également aller faire une balade en bateau sur la rivière Sumida ou juste aller prendre un verre ou dîner dans un des nombreux cafés et restaurants qui la longent. C'est vraiment très agréable le soir et vous pourrez profiter des lumières de la ville et de la tour Skytree qui n'est pas très loin. Et évidemment, je vous conseille d'y monter. C'est à environ 20 minutes à pied de la gare de Asakusa et clairement, si vous devez aller en haut d'un seul bâtiment à Tokyo, c'est celui-là. Vous pouvez prendre votre ticket sur le site internet assez facilement et même s'il reste souvent des places pour le jour même, je vous conseille de les réserver 1 ou 2 jours à l'avance pour être sûr. Et en plus, en les prenant en ligne, vous aurez une petite réduction de 400 yens. Inutile de vous dire qu'il vaut mieux y aller le soir, parce que le jour c'est sympa, mais ça reste de la ville à perte de vue. Alors que la nuit, avec toutes les lumières, c'est vraiment impressionnant. Vous avez 2 étages, le premier à 350 mètres de hauteur et le second plus cher à 450 mètres. Il y a des boutiques, des cafés et très souvent des collaborations avec des animés célèbres, avec des objets exclusifs, des boissons ou des plats inspirés de ces animés. Par exemple, du 25 septembre 2024 au 22 décembre, c'est au tour de Jujutsu Kaisen. Donc si vous êtes fan de la série, ça fait une raison de plus de monter en haut de Skytree pendant votre séjour à Tokyo. On va maintenant sortir un peu de Tokyo, parce que oui, il y a énormément de choses à faire dans la ville, mais ce serait carrément dommage de passer à côté d'endroits magnifiques qui sont juste à côté et qui permettent de changer complètement d'ambiance et de paysage. Si vous restez plusieurs jours à Tokyo, je vous conseille donc vraiment d'aller passer une journée à l'extérieur de la ville pour souffler un peu, et le meilleur endroit pour faire ça, à mon avis, c'est Kamakura. Au départ de Shinjuku ou de la gare de Tokyo, il y a des trains directs qui vous y emmènent et en moins d'une heure, vous passerez d'une des gares les plus fréquentées au monde à une petite ville côtière infiniment plus calme, dépaysement assuré. Dans la même journée, vous pourrez visiter des temples entourés de nature, de très beaux sanctuaires avec pratiquement personne, marcher dans une petite forêt de bambou ou sous des séries de torii, voir une statue de Bouddha en plein air, vous balader au bord de la mer à Enoshima et même voir le mont Fuji selon la météo. Si Kamakura est surnommé le petit Kyoto, c'est vraiment pas une surprise tellement il y a d'endroits incroyables à y voir. Même s'il y a des touristes au Grand Bouddha et à Tsurugaoka Hachimangu, le plus grand sanctuaire de la ville, ça n'a absolument rien à voir avec le nombre que vous allez vous bouffer à Tokyo ou dans les lieux les plus visités de Kyoto. Alors faites-vous plaisir et prenez une journée sur votre séjour à Tokyo
pour aller visiter Kamakura et Enoshima. Vous ne le regretterez pas et je suis à peu près certain que ce sera même l'une des meilleures journées de votre voyage. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et surtout que les images que je vous ai montrées vont vous donner envie d'y aller. Si c'est le cas, vous avez un office du tourisme juste devant la gare de Kamakura et il y a des plans en français et il y a même souvent quelqu'un qui parle français à l'office du tourisme. Donc entre ça et Google Maps, vous pourrez vous en sortir sans trop de soucis. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de quels endroits visiter, que vous voulez voir les meilleurs coins sans perdre de temps, ou que vous avez tout simplement envie de faire la balade en parlant du Japon avec quelqu'un qui vit ici depuis longtemps, eh bien, je suis là. Je propose des visites de Kamakura, Enoshima et Yokohama pour vous faire découvrir ma région et aussi vous emmener dans de bons restaurants. Vous ne seriez pas forcément allé seul. Alors, si ça vous intéresse, toutes les infos seront dans la description sous la vidéo. Avant de retourner dans le centre de Tokyo, je viens d'en parler vite fait, mais Yokohama vaut aussi carrément le détour et c'est vraiment pas loin. Beaucoup de personnes s'imaginent que comme c'est une autre ville, le trajet va être long ou difficile, mais en fait, Tokyo, Kawasaki et Yokohama sont collés et vous avez des trains directs qui relient Tokyo à Yokohama en moins de 30 minutes. Et je parle pas de Shinkansen, mais de lignes normales que vous pouvez prendre avec votre Suica, donc n'hésitez pas à y aller. Je vais pas trop m'étendre, mais en vrac, vous avez le magnifique jardin Sankeen, Chukagai, le plus grand quartier chinois du Japon, le musée du Cup Lamen, le centre commercial World Porters où vous trouverez un immense magasin Bandai Namco, un endroit où on peut toucher plein d'animaux mignons, le VS Park avec 26 activités bien amusantes, idéales entre potes ou avec des enfants, et des tonnes de gachapon. Bien sûr, tout le quartier de Minatomirai est très agréable le soir, et vous pourrez admirer tout ça encore mieux en montant au sommet de la tour Landmark, en prenant le télécabine ou encore en faisant un petit tour en bateau au départ du parc Yamashita. J'oublie encore plein de trucs, mais venez passer au moins une après-midi à Yokohama, vous verrez que c'est très sympa et que l'ambiance y est assez différente de celle de Tokyo. Ah et bien sûr, à Yokohama, vous avez aussi mes fameuses soirées franco-japonaises pendant lesquelles vous pourrez rencontrer des Japonais et des Japonaises qui étudient le français et qui s'intéressent à la France. Alors Yokohama, c'est ma ville d'adoption, donc forcément je vous en fais toute une tartine parce que j'adore y vivre et qu'elle a énormément d'atouts. Mais bien sûr, c'est pas la seule ville autour de Tokyo que vous pouvez aller découvrir en faisant l'aller-retour dans la journée. Loin de là. Pour les détails, Google est votre ami, mais voici quelques-uns des endroits que je vous conseille. Hakone, évidemment, les onsen, la nature, le lac Hashi, le télécabine, les œufs noirs et la vue sur le mont Fuji si vous avez de la chance et qu'il n'y a pas de nuages. Kawagoe, qu'on surnomme la petite Edo avec son centre-ville historique. Chichibu, un peu plus au nord avec des paysages magnifiques et très calmes. Nikko et son pont, ses cascades et son célèbre sanctuaire dans la forêt. Et pour terminer, un de mes coins préférés dans la région, et où je suis encore allé cet été d'ailleurs, la péninsule d'Izu. Là, vous aurez des plages incroyables, un bord de mer magnifique, les monts Omulo et Komulo, des chutes d'eau, des sources chaudes, et j'en passe. Si vous y allez seulement une journée, vous pourrez faire 2 ou 3 endroits en train et en bus, mais si vous avez le temps, louez une voiture et baladez-vous plusieurs jours, il y a de quoi faire. Retour dans le centre de Tokyo, direction Odaiba et Toyosu, où vous allez avoir énormément d'activités pour vous amuser. Il y en a tellement que je vais probablement en oublier, mais pour les principales, vous avez déjà le nouveau marché aux poissons qui était avant à Tsukiji, mais qui est là depuis 2018. Alors, il reste des choses à Tsukiji aussi, et beaucoup de bons restaurants, donc vous pouvez y aller, mais c'est aussi très touristique, et il y a pas mal de prix gonflés pour les touristes, qui représentent évidemment une bonne partie des gens qui y vont. J'ai pas visité celui Toyosu, mais apparemment c'est plus propre et moins animé que Tsukiji, mais il y a quand même des trucs à y voir en tant que touriste, comme par exemple assister à une vente aux enchères de thon. Juste à côté, vous trouverez Senkaku Banrai, un nouvel ensemble avec des bâtiments qui ressemblent à ceux de l'époque Edo, et où vous aurez plein de restaurants avec des spécialités de poissons, bien sûr, vu que c'est juste à côté du marché aux poissons, mais aussi des plats d'autres préfectures, des trucs sucrés et des boutiques souvenirs. Il y a toute une partie à l'extérieur, mais aussi une allée à l'intérieur des bâtiments, et tout au bout du complexe, il y a un grand bâtiment, le Toyosu Manyo Club, avec des sources naturelles. En fait, l'eau est transportée par camion tous les jours depuis Hakone et Yugawara. Là, vous avez un bain extérieur d'où vous pourrez admirer la ville et bien sûr tout ce qui est massage, relaxation, sauna et encore des restaurants. Vous pouvez y passer la nuit si vous voulez ou juste la journée. Si vous ne voulez pas payer, pas de souci puisqu'il y a aussi un bain de pied gratuit en extérieur avec une vue sur la baie de Tokyo. Vraiment top le soir, surtout en hiver, où vous pourrez apprécier les lumières de la ville en ayant les pieds au chaud. Pour info, Manyo Club c'est une chaîne et vous en avez notamment à Yokohama. Donc si vous aimez le concept mais que vous n'avez pas prévu d'aller à Toyosu, vous pourrez quand même vous relaxer et vous baigner à Yokohama, Machida ou Odawara par exemple. Ensuite, juste à côté de là, à la station de Shin-Toyosu, vous avez le célèbre Teamlab Planet qu'on ne présente plus. Alors il y a aussi Teamlab Borderless à Azabudai, pas très loin de la tour de Tokyo, donc si vous n'arrivez pas à avoir de la place pour l'un, vous pouvez toujours essayer de voir à l'autre. Alors j'ai souvent entendu dire qu'il fallait réserver longtemps à l'avance et que c'était vite complet, mais cet été j'y suis allé pour la première fois en plein mois d'août et j'ai eu des places 2 jours avant sans problème. Donc prenez-vous-y quand même à l'avance au cas où, on sait jamais,
mais je pense que vous aurez pas trop de mal à avoir des places. L'endroit est très cool et j'ai bien aimé quelques salles en particulier, donc aucun regret d'y être allé, mais faut pas non plus vous attendre à voir un truc qui va changer votre vie. Sur les réseaux sociaux, ça rend super bien et ça fait rêver, mais une fois sur place, passer la première surprise et le premier effet waouh de certaines expériences, vous avez quand même le deuxième effet qui se coule, où vous voyez les ficelles, les trucs en plastique et les jeux de miroir, assez simple au final. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une expérience vraiment intéressante à faire si vous venez à Tokyo. Ensuite à Odaiba, il y a une liste longue comme le bras de trucs à faire. Joy Police, un centre de loisirs avec des jeux vidéo et d'autres attractions, parfait pour les jeunes ou les grands enfants. Legoland Discovery Center pour les plus petits, mais aussi Kidzania où les enfants peuvent apprendre des métiers, gagner de l'argent fictif et s'en servir. Le Tokyo Trick Art Museum et ses illusions d'optique. Small World avec ses villes et ses bâtiments miniatures, dont une réplique de la ville d'Evangelion. Et aussi, entre autres, le Gundam géant et la boutique dédiée juste à côté. Enfin, un truc 100% japonais, le Unko Museum, le musée du caca. Alors je vous rassure, hein, c'est rien de dégueulasse ou de scato, c'est juste un musée avec plein de trucs rigolos à propos des toilettes ou de la forme caractéristique du Unko. Perso, j'y suis pas encore allé, mais ça a l'air assez décalé et ça a le mérite d'être sacrément original. Pour terminer avec cette zone, si vous ne mangez pas au Odaiba, je vous recommande chaudement d'aller dans un des nombreux restaurants de Monjayaki et d'Okonomiyaki près de la gare de Tsukishima, qui est seulement à 2 minutes en train de la gare de Toyosu. Donc ce serait vraiment dommage de vous en priver. Il y a tout un quartier et toute une grande rue avec que des restaurants de Monja. Quelques-uns sont plus populaires, mais franchement vous verrez pas la différence, donc allez dans n'importe lequel et vous mangerez probablement très bien. Dernière zone un peu plus large, mais où vous pourrez tout faire à pied si vous êtes courageux ou avec un minimum de trajet en train. La gare de Tokyo et tout ce qu'il y a autour, surtout vers le sud. Bon, déjà la gare est magnifique, donc allez faire un tour devant la sortie Marunouchi pour admirer le bâtiment. Il y a une grande place avec des endroits pour s'asseoir, c'est très sympa, pour se poser un peu et pourquoi pas y manger un sandwich ou un onigiri. Pour avoir un autre point de vue sur la gare, il y a le Shin Marunouchi Building. C'est l'immeuble juste en face de la gare, donc j'avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et vous avez également le jardin du Kite Marunouchi, un autre centre commercial, juste à gauche en sortant de la gare. Dans les deux cas, on peut y monter gratuitement pour admirer la gare de Tokyo. C'est très sympa pour dîner, prendre un verre ou juste de jolies photos de la gare, surtout le soir. Ensuite, tout droit en partant de la sortie Marunouchi, vous marchez 5-10 minutes et vous arrivez au Palais Impérial. On peut entrer et visiter le jardin Est qui est vraiment sympa et qui a le mérite d'être gratuit, et on peut aussi visiter l'intérieur de l'enceinte. En fait, on peut y aller le jour même et faire une visite guidée s'il reste des places, mais c'est pas garanti, donc mieux vaut réserver en ligne bien à l'avance. Pendant ces visites, on peut pas entrer à l'intérieur des bâtiments, mais ça peut quand même être vraiment sympa à faire. Vous pouvez aussi vous balader dans le quartier tout autour de la gare, c'est très joli et moderne, que ce soit vers Ootemachi ou vers Marunouchi et Hibiya, vous manquerez pas de cafés, de restaurants sympas et bien sûr de boutiques. C'est super propre et il y a énormément d'espace, on se sent vraiment à l'aise, hein, les rues sont larges et en plus il n'y a pas énormément de monde. En tout cas infiniment moins qu'à Shinjuku ou Shibuya. Donc c'est beaucoup plus agréable de s'y déplacer. À environ 15 minutes à pied de la gare de Tokyo, vous avez Ginza, ses grands magasins, ses boutiques de luxe, son immense Uniqlo, ses salons de thé et ses pâtisseries japonaises ou non. Si vous le pouvez, allez-y un après-midi pendant le week-end ou un jour férié, parce que la rue principale devient piétonne à ce moment-là et c'est quand même vachement plus sympa. Maintenant, si comme moi le shopping c'est pas du tout votre délire, vous pouvez aller faire un tour au Ginza Art Aquarium, une exposition consacrée aux poissons rouges située au 9e étage du grand magasin qui s'appelle Mitsukoshi. J'y suis allé cet été en réservant le jour même et j'ai vraiment adoré. Comme dans pas mal d'endroits au Japon, il y avait une petite réduction de 200 yens sur le billet en réservant en ligne. Donc où que vous alliez, faites-le, ce sera toujours ça d'économiser. Pour en revenir à l'expo, il y avait énormément de monde, mais ça valait quand même le coup et il y a tellement de trucs à voir et de couleurs qu'on ne sait vraiment pas où donner de la tête. Il y a je sais pas combien de petits aquariums avec des formes différentes, des éclairages qui changent et plein de variétés de poissons rouges. Il y avait aussi des décors avec des fleurs, des sortes de fontaines et des dessins super stylés qui avaient tous un rapport avec les poissons rouges. C'est vraiment un endroit que je vous incite à mettre sur votre liste de choses à faire à Tokyo. On s'écarte un peu de Ginza maintenant pour aller faire un tour au centre d'information de l'alcool japonais qui se trouve à quelques minutes à pied du parc de Hibiya. Parc très agréable aussi, soit dit en passant. J'y étais aussi déjà allé dans ma vidéo sur les trucs gratuits à Tokyo, même si c'est pas vraiment gratuit. En fait, l'entrée est gratuite, mais à l'intérieur, vous pourrez acheter des bouteilles d'alcool comme du nihonshu et du shochu, mais aussi d'autres objets en rapport de près ou de loin avec le saké. Et si je vous en parle, c'est surtout parce qu'on peut y goûter plus de 80 types de nihonshu et de shochu. On peut choisir à partir d'une liste, mais à moins d'être un vrai connaisseur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, il y a plusieurs assortiments de saké qui sont proposés. Et pour quelques centaines de yens, vous pourrez boire 3, 4 ou 5 petits verres d'alcool. C'est vraiment parfait pour découvrir différentes sortes de nihonshu ou simplement pour boire un coup pour pas cher. En plus, l'endroit est très calme, il y a une fontaine à eau, il y a des tables, donc on peut s'y relaxer et y rester un bon moment en dégustant de bons alcools. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, le saké japonais, le nihonshu, c'est pas très fort, ça tourne autour de 15 degrés. Donc à moins de vraiment pas tenir l'alcool,
aucun risque de finir par terre si vous buvez 4 ou 5 petits verres. Après avoir bien bu, quoi de mieux qu'une petite marche? Alors, direction le dernier lieu que je vous recommande dans cette même zone, le très joli jardin japonais Hamarikyo. Bien sûr, vous y retrouverez un étang, des ponts en bois et des arbres taillés au millimètre, et vous pourrez même y prendre le thé en admirant la vue. Voilà pour ces quelques grandes zones, mais ne partez pas, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà encore quelques lieux éparpillés qui méritent le coup d'œil. Les îles de Tokyo, accessibles en bateau, parfait pour faire du camping ou profiter de la mer. Le musée Hokusai Asumida, c'est vraiment très intéressant, j'y suis allé et j'ai adoré. Le sanctuaire Hiei et ses escaliers avec une longue série de torii. Un peu par hasard, je suis tombé dessus cet été, en soirée, et il n'y avait absolument personne. La tour de Tokyo, évidemment, même si je pense que ça vaut pas forcément la peine d'y monter, elle est quand même très jolie. Et juste à côté, vous avez aussi Zojoji, très sympa à visiter et parfait pour prendre de belles photos avec la tour juste derrière. Les cafés à chat qu'on trouve partout, bien sûr, mais aussi les cafés à chouettes, à capybara, à hérisson, à mini cochon, et j'en passe. Et enfin, je vous conseille d'aller faire un tour à l'escalier aux 100 marches, près de la gare de Meguro. Un superbe endroit où il y a en plus régulièrement des expositions. Donc vous pourrez profiter de la beauté des lieux et voir des choses intéressantes en même temps. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais avec tout ça, vous devriez quand même avoir de quoi vous occuper quelques jours dans la capitale japonaise. Pour ceux et celles d'entre vous qui voudront visiter Kamakura et Yokohama avec moi ou participer à une soirée franco-japonaise, je vous dis à bientôt. Et pour les autres, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon voyage au Japon. Salut à tous!